Ok, bon. L'information, l'innovation pour l'Afrique de demain. C'est une conférence très importante pour laquelle, honnêtement, je l'ai vraiment filtré. J'ai beaucoup filtré les informations ici parce que je voulais d'abord sensibiliser. Donc ça, c'est plus une forme de sensibilisation qui soit subdivisée en 3 parties. On va illustrer tout à l'heure. Mais le but ici, c'est information. Parce que l'information est très importante. Quelle information nous recevons? Est-ce que l'information apporte la progression, l'innovation ou la destruction? Parce qu'en fait, nous vivons des narratifs depuis près de 500 ans, à travers la colonisation, qui nous ont donné des informations qui n'ont pas apporté une construction pour l'Afrique. Elle a au contraire apporté, c'est possible d'avoir un peu plus de calme de ce côté? Merci. Elles ont au contraire apporté la destruction par la construction. Donc le but de notre conférence ici, c'est d'apporter la construction dans un domaine spécifique. L'innovation. Parce qu'en fait, nous ne vivons pas d'innovation. Nous vivons des déchets des innovations des autres. Nous vivons de la technologie des autres. Donc ici, le but est de voir, à l'introduction, ce que le futur de ces enfants-ci, parce que nous sommes vieux, mais on peut quand même jouer un rôle de relais aujourd'hui pour la future génération actuelle et celle d'après-demain, pour que nous puissions être tous ensemble dans ce futur pour lequel ce sont nos enfants qui arrêtent l'énergie de demain. Parce que c'est important. Mais avant qu'on ne puisse arriver à ce point-ci, il faudrait que nous sachions comment est-ce que l'innovation a pu développer les autres peuples et à quoi est-ce qu'elles ont servi. Donc c'est le but de la conférence en général. Ça va faire 1h30, je prendrai des questions hereafter. S'il y a des questions sur la conférence ou autres, on fera l'effort de répondre le plus sagement possible. Et la dernière rubrique se basera sur 2 expressions visuelles que je ne vais pas mettre là, mais que j'expliquerai. Ces 2 expressions visuelles sont importantes parce qu'elles nous permettra de mieux saisir. Ok. Présentation de la conférence ici, c'est sur 3 parties, comme je dis plus tôt. Et la première partie, c'est l'innovation comme levier de la puissance. Donc maintenant, ce qu'il faudra comprendre avec cela, c'est qu'est-ce que l'innovation a apporté depuis des millénaires et comment est-ce que cette innovation a apporté dans l'agriculture, dans la métallurgie et dans l'écriture. On va se comprendre. La deuxième partie sera la révolution industrielle et la puissance occidentale sur différents points. Je n'ai que choisi 4 à 5 points, c'est-à-dire sur l'imprimerie, sur les boussoles, sur les machines à vapeur, sur l'électricité, sur la télécommunication. En amont aussi, j'ai aussi fait un parallèle avec les différentes formes d'énergie et comment ces différentes formes d'énergie ont pu galvaniser la société occidentale. Et le troisième point qui est le très très important, pour lequel on va un peu plus prendre un peu de temps, c'est la partie de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'ère de l'intelligence artificielle et des données informatiques, c'est-à-dire l'information, le titre, les nouveaux espaces d'innovation et les énergies du futur. La troisième partie, les enjeux de l'avenir, la synthèse et prospective. Alors ici, la dernière partie va nous prendre plus de temps dans les discussions qu'on aura. Et c'est vrai qu'il faudra peut-être que ceux qui vont suivre ça aillent encore un peu suivre 1 ou 2 fois. Ça va nous permettre de mieux saisir le travail. Bon, comme je dis, nous, on y va. Alors, on va commencer sur l'information et l'innovation pour l'Afrique de demain. Du coup, je vais expliquer rapidement. Ici, on va voir d'abord l'agriculture. Comment est-ce que l'agriculture a pu impacter le monde du croissant fertile, c'est-à-dire de l'Égypte, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte ou Tamérie, et aussi la Mésopotamie. Ici, le but, c'est d'illustrer déjà à travers les papyrus, comme vous voyez, ou à travers les dessins sur
des tablettes qui nous permettront de comprendre comment est-ce que la société en Égypte et la société en Mésopotamie ont bien pu évoluer. Et à travers ces innovations dans l'agriculture, comment ça a pu impacter. Donc, la création du surplus alimentaire. Ça veut dire, dans un site, le plus important, c'est de prendre en considération le fait que si dans un territoire pour lequel il y a des hommes et des femmes, un territoire pour lequel il y a un cours d'eau, un territoire pour lequel il y a de la verdure, naturellement, on peut commencer à cultiver. Et forcément, ceux qui veulent cultiver le plus vite possible doivent découvrir des machines qui leur permettent de pouvoir labourer le sol plus facilement, les services et les outils qui leur permettent de pouvoir aussi récolter les semences le plus vite, et les services qui leur permettent de pouvoir les avancer technologiques au sens de l'astronomie. Ça veut dire connaisser à déterminer les saisons, connaisser à déterminer les périodes pour lesquelles ils devraient entrer en cultivation. Donc ici, d'abord, celui qui avait dans le surplus en stock de blé, en stock de poissons, parce qu'il fallait se les conserver, naturellement, avait une démographie plus grande, et forcément celui qui a une démographie plus grande a le pouvoir. Donc forcément celui qui détenait la technologie de l'agriculture à cette période, comme vous voyez ici, vous voyez qu'en Égypte, ça c'est l'Égypte, vous voyez qu'en Égypte, on avait découvert comment est-ce qu'on peut faire la charrue avec les bœufs pour pouvoir traiter le sol. Ça c'est important que vous puissiez voir que déjà, à 1500 ans avant notre ère, c'était déjà assez maîtrisé ici. Parce qu'on appelait tout Toutankhamon ici. Et là-bas, comme vous voyez, ça c'est en Mésopotamie. Ils avaient aussi découvert sur leur dessin que vous voyez comment traiter le sol. Et celui donc qui avait cette technologie pouvait rapidement cultiver, facilement cultiver et devenir extrêmement puissant. Et celui donc qui a cette technologie à cette période, voilà pourquoi quand vous lisez les textes un peu partout, on vous faisait comprendre, ou on vous fait toujours comprendre que l'Égypte était très puissante, parce qu'elle savait comment cultiver la plupart des cultures qui bordent le croissant fertile du Nil. Sans oublier que le Nil est très important. Et voilà pourquoi dans cette région-là, la civilisation a prospéré. Donc, celui qui avait ces outils à cette période était assez prospère. Donc, on va aller vite à cause du temps. Donc, et naturellement, la société devient de plus en plus complexe parce qu'on mange mieux. Et si on mange mieux, on meurt moins vite. Et si on meurt moins vite, on a des hommes et des femmes vaillants qui peuvent aussi aller au combat. L'administration devient un peu intéressante. Mais en continuité, ce qu'il faut prendre en considération toujours, on prend d'autres photos, on prend d'autres images, on prend les pictogrammes d'Égypte et toujours Mésopotamie. On voit toute cette même culture-là. Ils avaient déjà la culture de la semence. Ils savaient déjà semer, ils savaient récolter le mil, ils savaient récolter tout ce qui était important pour la croissance de ces peuples-là. En Mésopotamie comme en Égypte. Alors, c'est important de voir à quel point celui qui a la souveraineté de la technologie a le développement de son propre pays. Et c'est sur ces points-là qu'il faut qu'on puisse mettre un accent. L'Égypte, comme on peut être très fier de l'Égypte, mais qu'est-ce que nous avons comme technologie personnelle pour pouvoir traiter le sol? On va voir ça peut-être à la fin, quand on va essayer de cartographier le Cameroun. Ok, on y va, on continue. Ici, on entre un peu à l'âge du bronze. Là, on est au 15e siècle avant notre ère. On voit ici une représentation des outils en bronze. Et vous devez le savoir, le bronze n'est pas très difficile à extraire. Okay? Le bronze n'est pas très difficile par rapport au fer qui est beaucoup plus difficile. Parce qu'il faut le savoir, à la période de Toutankhamon, à la période de la 25e dynastie, mettons ça ici, jusqu'à la 18e, de la 18e à la 25e dynastie, on ne savait pas transformer le fer. On va expliquer pourquoi tout à l'heure. Voilà pourquoi ceux qui avaient découvert le fer dans le sens des météorites, parce que les météorites ont du fer, c'était plus précieux que l'or. Il faut savoir qu'à un moment, le fer était beaucoup plus précieux que de l'or. Parce qu'en fait, pour extraire le fer, on va voir ça tout à l'heure, c'était très difficile. Donc ici, vous voyez l'image des premiers outils
en bronze et les premiers outils en fer et en bronze. Parce que vous devez savoir, quand vous voyez un peu le côté verdâtre, vous devez savoir que c'est l'oxydation du fer. L'oxydation du fer te donne aussi la couleur verte et aussi le bronze aussi. Donc en fait, ce qu'il faut prendre en considération, c'est les premiers outils. Ici, ça c'est l'outil le plus ancien en bronze que vous voyez là-bas. Parce que le bronze était, et l'air du bronze, on parlera de ça tout à l'heure, vous allez voir que ceux qui pouvaient cultiver, même si le bronze est moins solide que le fer, ceux qui partaient en bataille avaient de l'avantage par rapport à ceux qui partaient avec le bois. Ceux qui partaient avec le bois, pour combattre, et ceux qui partaient avec le bronze, ils gagnaient les batailles. Okay? Donc forcément, celui qui avait l'avancée technologique sur le bronze était puissant. C'est-à-dire que celui qui maîtrisait la métallurgie devenait très puissant. Donc, il construisait les armes supérieures. Bon, ici, je montre un peu les fourneaux. Les fourneaux qu'on trouve ici, on trouve ça en Allemagne. Et là-bas, comme vous voyez, c'est au Togo. Donc, j'ai pris une image africaine aussi parce que il faut pas qu'on dise que l'Afrique n'avait pas de fourneaux. Ici, c'est les sites, parce que vous devez savoir qu'en Afrique, on va voir ça un peu tout à l'heure pour le Cameroun, on a des sites pour lesquels il ne faut même pas 3 à 4 mètres pour découvrir le bauxite. Vous devez savoir que le bauxite, c'est un alliage du fer. C'est là où on trouve le fer. Okay? Et pour fondre le bauxite, il faut du feu. Il faut beaucoup d'énergie. Voilà pourquoi, si on repartait un peu en arrière, comme on a fait ça il y a quelques mois, pour expliquer ce que le feu a apporté à la civilisation, l'évolution que ça a apporté au niveau même de l'homme, c'est-à-dire le fait que l'homme commençait à manger de moins en moins de nourriture crue, manger de plus en plus de nourriture crue, ça a évolué, ça a fait évoluer sa capacité déjà de mandibule, de mâcher, et aussi sa capacité cérébrale. Bon, là ici, on voit les fourneaux qui sont là pour transformer le bauxite en fer. On voit comment ça se chemine là. Et c'est le plus ancien. Et on voit aussi pendant la colonisation, ok, quand les Britanniques sont venus au Togo, comment ils ont fait les fourneaux, on voit les esclaves qui sont là en train de fondre, parce qu'ils voulaient le faire pour repartir vers leur pays pour la révolution industrielle. Donc c'est important déjà que nous voyons que celui qui découvre le fer a naturellement beaucoup trop d'avantages. Parce que déjà, en termes d'armement, il est plus puissant. Le fer est beaucoup plus solide pour les constructions. Et le fer a apporté une révolution. N'oublions pas que le fer, il y a une très grande bataille qu'on va montrer tout à l'heure, qui a été entre les Hittites et les Égyptiens. Cette bataille, la bataille de Kadesh, était très importante parce que les Égyptiens étaient encore à l'âge du bronze, mais les Hittites avaient déjà la capacité de pouvoir traiter le fer. Et la bataille n'a pas mis long, parce qu'ils ont perdu la bataille. À cause du fait que si tu prends une arme en bronze et tu prends une arme en fer, il n'y a pas match. Tu brandis ça et on tape, le fer va toujours plier le bronze. Donc, naturellement, voilà pourquoi ceux qui ont découvert le fer sont passés à un niveau supérieur. Et le fer était très cher. Donc celui qui avait en ligne de mire savoir extraire les ressources qui sont autour de lui pour en faire une machine d'innovation avait la domination sur les territoires autour. Donc, si dans ton territoire, tu n'as pas le bauxite, si dans ton territoire, tu n'as pas, entre guillemets, le fer, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu veux être puissant, il faut absolument que tu annexes ce pays, que tu puisses prendre ces ressources. On va comprendre ça dans la géopolitique, peut-être la prochaine fois ou tout à l'heure. On continue. Ici, comme je le disais tout à l'heure, on voit que, on appelle tout le temps comment ici? On voit qu'ils ont maîtrisé le fer et le bronze. Bon, ça, c'est une bague de Toutankhamon qui est encore au musée d'Égypte en Égypte aujourd'hui. La maîtrise déjà du bronze autour et la maîtrise de l'or, mais pas du fer. Voilà pourquoi je prends l'image qui est à votre droite là-bas pour vous montrer l'image de ce qu'on appelle la bataille de Kadesh. Ça, c'est la bataille de Kadesh. Ça se trouve encore au musée d'Égypte. Je prends cet exemple parce qu'en fait, la bataille de Kadesh nous montre beaucoup de choses. Je pense que vous avez les yeux pour voir. Vous voyez que ici, il y a un char, il y a des roues, il y a des chevaux. Et ces roues ne sont pas faits en bois, ils sont faits en bronze. Ok? Ces lances-là et la flèche n'est pas, c'est du bois et du bronze au bout.
Mais quand ils partent combattre contre les Hittites, ils trouvent qu'ils ont les machettes en fer. Et ils ont perdu la bataille de Kadesh. Mais quand le roi revient sur les terres d'Égypte, il proclame sa victoire. Mais, naturellement, en géopolitique, il faut savoir une chose. Comme on voit la guerre en Ukraine et en Russie, celui qui gagne prend les territoires. Celui qui perd les territoires. Forcément, à cette période-ci, il a perdu beaucoup de territoires. C'est ça qui détermine qu'il avait perdu la bataille. En fait, ici, c'est de montrer à quel point ceux qui avaient maîtrisé la métallurgie créaient il y a des bijoux, et forcément, c'est une économie. Ceux qui ont des bijoux créent une économie. Ils vendent des bijoux. Il y a des artisans autour. Forcément, celui qui a découvert cela, cette maniabilité de la métallurgie, devient puissant. Je pense aussi un peu en Afrique pour monter en parallèle ce que les Africains de la région, parce que j'ai pris ça ici, on a moins 1000, on a de 2000 ans jusqu'à 1000 ans et de 1000 ans, de moins 1000 à 300 ans. C'est de là où on réalise que les points rouges, c'est là où il y avait le plus de gisements de bauxite. Jusqu'aujourd'hui encore, ces gisements ne sont pas encore là. Alors, ça veut dire, on voit les mouvements qu'il y avait, les mouvements des peuples qui descendaient pour venir chercher en masse ceux qui maîtrisaient. Ça veut dire, parce qu'il faut le dire clairement, on retrouve en Guinée équatoriale, on retrouve en RDC, on retrouve au Tchad beaucoup de sites pour lesquels on voit des fourneaux très anciens. Là, on a 250 ans avant notre ère. Ça veut dire que les Africains maîtrisaient déjà. Mais on n'a pas d'archives pour voir comment ils commerçaient. Mais ici, à travers ceci, on voit qu'il y avait un véritable commerce entre la région de ce qu'on appelle le Cameroun aujourd'hui, la région des Grands Lacs, et qui montait vers l'Égypte. Parce que l'Égypte était la puissance. Donc forcément, tous ceux qui avaient des fourneaux, au sud, là, ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne, déportaient leurs ressources vers l'Égypte. Ce que vous voyez là, c'est ça c'est en Europe, ça c'est en Allemagne. Ici, c'est des maisons typiques des fabricants de fer qui faisaient en sorte que le hutte en V ait des composants de fer pour que l'eau qui coule, l'eau qui tombe sur les toits ou la neige qui tombe sur le toit, ça conduit ça directement au sol. En fait, c'est important de voir à quel point ils avaient déjà maîtrisé, eux, le fer. Il y a plus de 1000 ans, 1500 ans, en notre ère. Donc on continue. Ici, maintenant, on voit la prochaine rubrique, la rubrique de l'écriture. Parce que celui qui détient l'écriture détient la technologie, détient l'information, et détient les revues historiques, les revues religieuses, etc. Et les revues scientifiques. Ici, on réalise donc, comme vous voyez ici, ça c'est la plus vieille écriture au monde. On n'arrive même pas encore à la déchiffrer. Personne ne l'a déchiffrée. Elle est faite de l'argile, et comme vous voyez, ça date de 3500 ans avant notre ère. Donc ça veut dire aujourd'hui on a 4500 ans. Ça c'est la plus vieille écriture que vous pouvez voir. Il n'y a pas plus vieux que ça. Et forcément on réalise que, ça c'est en Mésopotamie, on réalise que ici, cette vieille écriture montrait que ces peuples voulaient nous dire quelque chose, comme que les assyriologues n'arrivent même pas encore à déchiffrer. Ok? Parce que qu'est-ce que ce roi voulait communiquer? On voit une main, on voit un pied, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais c'est la plus vieille communication. Parce que celui qui arrive à communiquer, on va voir ça tout à l'heure, quand on voit la caractéristique de l'information, celui qui arrive à communiquer avec son voisin peut prévenir les choses, peut passer les informations, peut transmettre la science et l'intelligence. Là, c'est les premières écritures. Bon, à votre droite, on voit les pictogrammes égyptiens en haut, on voit les écritures de l'Eurasiatique, on voit les cunéiformes qui ne sont pas très différents, on voit aussi l'ABC et on voit l'écriture indienne. Ça, j'ai juste mis ça comme rapport d'écriture pour montrer à quel point celui qui détenait l'écriture, celui qui détenait le support même de l'écriture, comme on voit ça tout à l'heure, détenait la puissance. Et on a des questions à se poser nous-mêmes. Puisque nous, on n'a pas d'écriture, enfin, on n'a plus d'écriture. On a maintenant l'écriture latine, l'écriture française.
Parce qu'on va dire, non, l'Afrique avait la culture orale. C'est faux. On avait une écriture. Puisque les pictogrammes égyptiens, l'Égypte n'est pas en Asie. L'Égypte est au nord de l'Afrique. Et forcément, si on prend l'onomastique des noms des rois, on dit Nessout, ça veut dire les gens qui viennent du sud. On voit les pictogrammes. La plupart des écritures égyptiennes, c'est des animaux qui viennent du sud de l'Afrique. Donc forcément, l'Afrique avait déjà un mode de communication. Le problème, c'est on ne les retrouve pas. Pour quelle raison? On a eu tellement de déportations, on a perdu beaucoup d'informations. Ah, c'est une réalité. On continue. Ici, j'illustre juste comment l'écriture a bien pu se subdiviser au cours des millénaires. Comme on voit en Mésopotamie, la première écriture, on voit ici les premiers hiéroglyphes en Égypte ici. Et on voit là-bas, on voit les écritures élamites, on voit les écritures indiennes. Donc, sur cette première barre-là, on a 3500 ans avant notre ère. Et forcément, vous allez voir que ce n'est pas n'importe quel pays qui les avait. Il faut que ce soit clair. On parle de l'Égypte, qui avait des dynasties puissantes. On parle de la Mésopotamie, qui a eu des dynasties puissantes. On parle des Élamites, qui ne sont pas loin de l'Inde, qui avaient des dynasties puissantes. Et on parle des Indiens, qui avaient des dynasties puissantes. Ceux-là avaient déjà une écriture. Et ceux-là, même pas seulement une écriture, comme je l'ai dit plus tôt, avaient aussi un support d'écriture. C'est-à-dire, il y a les écritures, les supports sur les rochers, on écrit sur les rochers. Il y a des supports aussi sur les tablettes en argile. Il y a des supports sur les parchemins des animaux. On va voir peut-être tout à l'heure. Et forcément, on voit comment l'écriture descend jusqu'à celle d'aujourd'hui, l'écriture ougaritique qu'on a fait il y a quelques mois, jusqu'à aujourd'hui, on a plus ou moins l'écriture grecque, romaine, latine qui nous a été attribuée avec le temps. Ça, c'est rapidement ici. On voit là-bas les premières aussi écritures indiennes, à l'extrême là-bas. C'est important de voir que ces nations ont pu déjà donc montrer, transmettre leur histoire à travers les peuples, de génération en génération. Quelle est l'histoire de l'Afrique? On n'a pas d'histoire. Enfin, pas qu'on n'a pas d'histoire, c'est qu'on nous a enlevé notre histoire. Parce qu'on n'a pas d'histoire. Tout ce qu'on vient de dire, on dit Oumyobé, Sundiata Keita. Ce n'est que les petits noms qu'on a. Mais est-ce que ceux qui tu habites aujourd'hui dans le Cameroun actuel, il n'y a pas eu des gens qui étaient là il y a 1000 ans? Ils s'appellent comment? On n'a pas d'histoire. En fait, ça a été brisé. Est-ce qu'il faut la restaurer? Je pense que oui. On continue. Ici, on monte au 2e siècle avant notre ère. C'est la partie qui est la plus importante. On commence ici parce que la Chine a découvert le papier. La Chine a déjà une imprimerie. Ici, on a 150 avant notre ère. Ils font déjà les différentes formes d'imprimerie. Ça, c'est dans leur musée. Ça veut dire que la Chine était beaucoup plus avancée en technologie que tous les autres peuples. Mais ils n'avaient pas une politique expansionniste. On réalise là-bas aussi, au 1er siècle après notre ère, ils ont déjà maîtrisé les dessins en couleur sur des tissus. C'est important de voir à quel point la Chine était très avancée. Ici, voilà, ça c'est une divinité et tous ces sujets autour. Alors, ici, comme on voit, ça a été retranscrit encore au 10e siècle, mais ils maîtrisaient déjà cela. Vous voyez, 10th century, 10e siècle. Ils maîtrisaient déjà. Et ici, quand on est au 10e siècle, l'Europe n'a pas encore d'imprimerie. L'imprimerie vient en Europe 5 siècles après. 5 siècles. On va voir ça tout à l'heure. Ok? Donc, ici, celui qui maîtrise donc ça peut commercer. Parce qu'il faut savoir que quand tu maîtrises l'imprimerie, à travers les pictogrammes, ok? Pas les phonogrammes, naturellement, tu commerces. L'artisan de ces pièces va être formé. Ceux qui produisent les couleurs vont être formés. Celui qui va vendre le matériel va être formé. Celui qui va transmettre les messages vont être formés. Forcément, ça crée une économie autour seulement de cette image-ci. L'écriture. L'écriture a transformé le monde. Depuis qu'on s'est écrit, depuis qu'on s'est lu, on ne voit plus les choses de la même manière. C'est important de voir à quel point que, donc, naturellement, ceux qui ont cette
découvertes. Comme on voit ici, c'est les tablettes ici qui permettent d'imprimer. Ici, on a encore au Xe siècle avant. C'est avec ça qu'ils font, ils impriment lettre après lettre, mot après mot. Et forcément, ça veut dire que tu peux transmettre une information à un autre peuple. Tu peux parler en code, d'autres personnes ne savent pas ce que tu dis, parce que tu maîtrises la langue. Ici, on voit une photo du morceau de la lettre d'Argon à Philippe de Belle en 1289. Les Chinois avaient à maîtriser comment écrire. Et ça a l'air d'être comme la machine à taper. Écrit avec des caractères. Très important de voir ça. Ici, on est au XIIe siècle. L'Europe n'a pas encore cela. Donc l'Europe était pauvre. L'économie européenne était pauvre. À part quand ils faisaient les inquisitions sur nous les Africains. Ok, ici, on voit, comme vous voyez, Johannes Gutenberg. Ici, c'est lui qui a apporté l'imprimerie en Europe, c'est un Allemand. Et il y a eu des causalités, comme on voit tout à l'heure. Le fait qu'en Europe, on découvre et on commence à construire des machines qui ont créé autour une économie. Entre extraire le fer, entre extraire les minéraux, entre trouver les couleurs, entre façonner les lettres, entre prendre les papiers, le bois et le sectionner. Ça a créé une économie autour. Et en moins de 100 ans, vous allez voir les résultats. On voit tout à l'heure. Donc ici, on voit celui que les Européens prônent. On ne parle pas des Chinois. Vous allez voir que dans leur politique de message, on ne te dira jamais que les Chinois avaient déjà ça 500 ans avant. Dans le sens du développement, en fait, caractérisé. Ensuite, comme on voit, ça a évolué entre les imprimantes du 19e siècle à celle actuelle. On réalise dans ce graphe ici, c'est très important que je puisse ce graphème-là, on voit comment l'Europe de 1450 en 1800, parce que l'imprimeur a été trouvé en 1455 en réalité. De 1450 en 1800, on voit comment le nombre de copies ont augmenté. C'est-à-dire qu'en fait, on traduisait, on transmettait plus de copies, plus rapidement. Parce qu'avant, il faut le dire, en termes de... C'était d'abord les écritures manuscrites. Donc, ça veut dire que tu prends un parchemin, tu prends le bic ou l'encre, tu écris à la main, tu peux faire des erreurs. Voilà pourquoi il y a les erreurs dans les manuscrits de la Bible. Voilà pourquoi il y a les erreurs dans les manuscrits du Coran. Il y avait beaucoup d'erreurs parce que c'est l'écriture manuscrite. Donc ici, avec cette imprimerie, tu ferais maintenant moins d'erreurs et ce serait beaucoup plus rapide. Donc ça a augmenté. Voilà pourquoi je l'ai dit la dernière fois. Celui qui a la connaissance a le pouvoir et réduit le temps de travail. En fait, on réalise que l'imprimerie a réduit le temps de travail. Forcément, voilà pourquoi la Bible a explosé. De 1455 jusqu'à aujourd'hui, les manuscrits scientifiques, etc., ont augmenté parce que plus de gens ont voulu être lettrés et ça crée une économie autour. On réalise que quelqu'un qui découvre, entre guillemets, fait une découverte scientifique dans son bahut, crée une économie. Et le peuple vit de cette économie. On va rapidement. Ici, la prochaine innovation est l'innovation de la boussole. Parce que vous devez le savoir, celui qui maîtrise les mers, on appelle ça la géopolitique thalassique, celui qui maîtrise les mers, maîtrise les terres. C'est-à-dire que celui qui sait comment naviguer sur les mers peut dominer les terres. Alors, on doit le savoir, l'Afrique, surtout le Cameroun, à la côte ouest, on est bordé par l'Atlantique. Okay? L'Égypte aussi a le Nil. Mais les pays européens sont aussi bordés le fleuve. Celui qui savait naviguer avait la capacité de voyager vers ces peuples et apporter leur technologie. Ici, donc, depuis le XIIe siècle, jusqu'aux périodes de voyage des Occidentaux qui voulaient conquérir les terres à cause des problèmes qu'il y a eu aux croissants fertiles et la puissance ottomane, on réalise qu'ils ont développé une technologie
de ce qu'on appelle la boussole. Alors, en français facile, la boussole, ce n'est que le flux magnétique. En français facile, la boussole, c'est le flux magnétique. Vous devez savoir que la Terre a un grand aimant au centre qui émet. C'est comme quand tu as un aimant qui émet, et on sait que le nord, ça émet un champ magnétique qui vont vers les pôles nord et les pôles sud. Donc forcément, quand tu as dans un outil le fer, ça peut te donner la direction du nord et du sud. Donc voilà comment est élaboré les premiers boussoles, qui se basent seulement sur le côté magnétique. Ok? Forcément, dès qu'on met cela dans des navires ou dans des bateaux, ça te permet de mieux naviguer. Voilà pourquoi on appelle ça le West Indies. Parce que la personne qui descend du Portugal, qui veut aller en Inde et qui se retrouve aux Amériques, il commet une erreur. Voilà pourquoi on appelle ça le West Indies, parce qu'il pensait qu'il devait aller aux Indes, parce qu'il voulait aller aux Indes pour commercer, à cause de la structure ottomane. Donc ici, celui qui avait la boussole, avait la technologie du voyage, c'est lui qui déterminait le GPS. Tu n'as pas de boussole, tu peux te perdre. Alors forcément, les Européens avaient la boussole. Voilà pourquoi ils ont pu venir vers nous, les Africains, même s'il y a eu des erreurs, venir naviguer vers nous, aller vers les Amériques et nous vendre, parce qu'ils avaient la technologie. Nous, on avait la technologie du vent. On déterminait le vent. Mais non, ça ne peut pas te déterminer. Si tu veux savoir si tu vas vers le nord, ou le sud, ou l'est à l'ouest, tu avais besoin d'une boussole. Jusqu'à aujourd'hui encore, les bateaux usent de boussole. On va à la prochaine révolution, qui était aussi importante. L'ère de la machine. Le temps passe vite, il faut qu'on fasse vite. L'ère de la machine. Ici, comme vous voyez, c'est la première machine à combustible. Ici, pour le combustible, c'est important parce que j'ai pris cette image animée pour que vous puissiez voir les premiers véritables moteurs à combustible. Alors ici, en Angleterre, en Allemagne, c'est une grande compétition au XVe siècle. Il fallait faire chauffer un fourneau et que les vapeurs qui montent fassent tourner une turbine et que cette turbine-là produise de l'énergie. Entre guillemets, je rends ça très facile. Alors ici, celui qui avait cette technologie rendait le travail plus efficace. Voilà pourquoi, à cette période-là, il y a eu la révolution industrielle, au XVIIe siècle, qui a transformé l'Angleterre, qui a transformé l'Europe. Et forcément, cette révolution industrielle, à travers cette machine à combustible, a transformé l'industrie, a transformé le transport, a transformé tout en Europe. Mais nous, on avait quoi? On n'avait pas cette technologie. Mais ils ont besoin du bois. On parlera de ça tout à l'heure. Ils ont besoin du bois pour chauffer le fourneau. Où est-ce qu'ils prennent le bois? Voilà pourquoi ils venaient en Afrique pour prendre le bois, pour remonter et pour industrialiser leur coin. Mais il faut savoir que même eux, ici, ils avaient le bois, ils avaient ces outils, mais ils venaient prendre ça chez nous aussi pour pouvoir être très développés. En français facile, celui qui avait cette technologie était très avancé, pouvait fabriquer les machines plus vite, pouvait transformer les ressources plus vite et naturellement pouvait automatiquement se développer. Et sans oublier que c'est à travers ça qu'ils arrivaient à venir plus vite en Afrique. C'est à travers ça qu'ils ont apporté des nouvelles technologies comme le train à vapeur et la machinisation ici ont pu développer rapidement les outils de travail et les transformations des ressources. Donc, ce qui est important, on réalise qu'une découverte apporte une transformation. Mais n'oublions pas, ça en fait. Et ces pays européens n'ont pas le fait. Voilà pourquoi, au XVIIe, XVIIIe siècle, ils faisaient l'effort de venir sur toutes les côtes ouest d'Afrique pour prendre les ressources et remonter et fabriquer. On était très importants, mais on avait la ressource, mais pas la technologie. Voilà pourquoi la dernière rubrique est très importante. Je vais aller vite parce qu'on est à 30 minutes. La dernière rubrique est très importante parce qu'on est en train d'introduire un sujet pour lequel il faut que nous puissions voir à quel point eux avaient la technologie et eux ont pu se développer. Ils n'avaient pas besoin de prière. Ils n'ont pas besoin des jeûnes de prière. Ils avaient besoin de la technologie. Et forcément, comme je disais plus tôt, quand ils réalisent qu'un autre territoire a les ressources pour lesquelles ils ont besoin, pour leur technologie, ils viennent avec la Bible.
Parce qu'ils ont pris nos ressources, parce qu'ils n'ont pas le bauxite. Nous, on a le bauxite. On a le fer. Ils sont venus prendre notre fer. Ils sont venus prendre notre bois. Ils ont en fait ce qu'ils ont fait. Très, très bien. C'est pas mauvais. Mais nous, qu'est-ce qu'on a gagné de cette technologie? Rien. À part être esclave. Jusqu'aujourd'hui encore, on est encore esclave de cette technologie, de leur technologie. Ou de la technologie. Ensuite, on va maintenant à la technologie qui va à un autre niveau. C'est-à-dire la télécommunication et l'électrification. Ici, vous voyez celui qu'on appelle Thomas Edison. Bon, j'aurais pu entrer dans l'histoire de l'électricité, ça va être long, hein. Entre Edison, Hemingway et aussi Tesla, okay, qui ont révolutionné tout ce qui est technologique. Parce qu'à cette période-ci, on a découvert comment les électrons se meuvent. Rutherford, un siècle plus tôt. Et naturellement, à travers cette découverte, fast forward, on commence à constater les mouvements électrostatiques. Comment est-ce que le courant alternatif et le courant continu peuvent être utilisés? Parce que ceux qui ont fait un peu d'électricité ici, le courant alternatif et le courant continu sont différents et forcément ça a créé une économie en Amérique pour lesquels ceux qui Tesla, entre guillemets, qui lui avait le courant plutôt alternatif, qui a besoin des jonctions tous les 500 mètres, n'a pas pu prospérer par rapport au courant continu. Et comme on voit ici, c'est la première ampoule découverte. Nouvelle année. Ouais, au bout, il y a l'année 1879. C'est la première véritable ampoule. Donc, vous voyez peut-être devant vous la première ampoule. Donc, celui qui a... Mais là, il y a eu beaucoup d'essais avant que ça ne soit ce que vous voyez là. Il y a eu des années d'essais. Et aujourd'hui, on s'en fout des ampoules. Mais celui qui avait l'ampoule... Parce que n'oublions pas, l'ampoule là, c'est quelle matière? C'est une céramique. Parce que le plastique fond. Donc forcément, naturellement, il faut prendre en considération le fait qu'on trouve ce matériau où? À l'intérieur, il y a des fils. Ces fils-là, c'est quel fil? On trouve ce matériau où? Donc tu vois qu'en fait, tout autour de ça, c'est une économie. Donc ici, on voit comment M. Thomas Edison est assis à côté d'une machine révolutionnaire qu'on appelle le télégramme. Le télégramme, c'est l'ancêtre des téléphones portables. C'est l'ancêtre des ordinateurs. Et tu vois que ce monsieur est au centre de presque toutes les découvertes. Que ce soit l'ampoule, que ce soit le télégramme. Et forcément, celui qui avait l'économie de l'ampoule pouvait illuminer les villes. Et forcément, le gouvernement veut être illuminé. Voilà pourquoi on dit aujourd'hui, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Mais le problème, c'est que qu'est-ce que le monde a découvert pour en faire? On parlera de ça tout à l'heure, ça va être la très bonne partie pour laquelle il faut qu'on développe. On va Thomas Edison, ici. Parce que c'est lui, mais n'oublions pas, s'il vous plaît, derrière chaque inventeur, il y a des inventeurs. Parce que Thomas Edison, ce n'est pas lui qui découvre l'ampoule en premier. C'est pas lui. Mais c'est lui qui a eu le brevetage avant tout le monde. C'était une véritable compétition. Ok, on continue ici. On réalise ici, on voit le premier télégraphe, ici, qui est un télégraphe avec une force électrostatique à 5 touches. Parce qu'en fait, je vais vous montrer ça plus tard. Ici, à travers ça, on peut transmettre un message, mais pas une très grande distance, à 300 mètres. On pouvait déjà transmettre, ici on est au 18e siècle, on pouvait transmettre les informations d'un point A à un point B à 300 mètres. Ici, on voit le télégraphe qui utilise aussi le côté, le son, c'est-à-dire avec les signaux pour lesquels tu appuies, ça te donne un son, avec le son, on peut déterminer quelle lettre dont tu fais allusion. Moi, expliquer ça, c'est très loin. Hein. Le but ici, c'est de montrer les découvertes. Et comment ces découvertes ici sont les pionniers d'aujourd'hui. Avec ça, ils ont pu transmettre des informations. Et ils ont pu gagner des guerres avec ça. Donc, tu pouvais transmettre une information que, bon, voilà ce qu'ils vont faire dans tel jour. Nous, on a les visions aujourd'hui, ok? Voilà ce que tu peux faire dans tel jour. Voilà ce qui va se passer dans tel jour, dans telle région. Tu transmets ce message et ça te rend plus efficient. Parce qu'il faut le savoir. Avant qu'on arrive ici, il y a ce qu'on appelle le langage Morse. Avant qu'on arrive à ça, les gens partaient sur des montagnes et des collines, allumaient des feux. À travers la fumée, ils transmettaient des messages. On se comprend? On est ensemble? Ils allaient sur les très hautes montagnes, les très hautes collines, ils allumaient des feux et les fumées qui émanaient, avec un tissu, ça faisait des messages. Vous imaginez qu'il fallait allumer le feu, aller dans une montagne, il y a des risques qui peuvent en concourir sur ces montagnes.
juste pour que tu transmettes un message à 200, 300 mètres. Il y a la fumée. La fumée veut dire ça. La fumée veut dire ça. Tel type de fumée veut dire ça. Voilà comment on transmettait les messages avant. Mais Edison est venu tout changer. Tout changer à travers le télégraphe. C'est-à-dire, ici, on est déjà à 5 touches qui peuvent déjà transmettre les messages pour lesquels il faut décoder. Non, allons parler un peu de ça en quelques secondes. Ça veut dire, à un moment, en 1876, jusqu'aux années 1900, il y avait des études autour. Les gens allaient à l'école pour connaître comment maîtriser ces outils. Parce que chaque découverte, on ouvre les écoles autour et ça crée une industrie, ça crée de l'économie. Et ce télégraphe-là était très important. Vous voyez les films westerns, ce télégraphe-là, ça transmettait les messages à pas plus de 300 mètres. Ok? Bon, là, on va parler de nucléaire qu'après. Ok? Ici, on réalise aussi ce télégraphe qui était plus avancé. Ici, ça utilisait près de 30 lettres avec l'électricité statique à plus de 300 mètres. On faisait ce qu'on appelle le câblage sous-sol. Ça pouvait transmettre déjà les lettres. Donc, tu tapais A, B, C, D jusqu'à Z pour transmettre au moins un message. Ici, on est le premier véritable ordinateur qui utilisait l'électricité statique. Celui qui a découvert cela a transformé l'Europe et les Amériques aussi. Comme ce que vous voyez là, on est à plus ou moins les années 1900 jusqu'à 1930. On voit la première machine à taper. C'est encore très compliqué. Ok? Mais ça arrivait quand même déjà à transmettre le message. Mais on savait que celui qui avait maîtrisé l'électricité, maîtrisait la télécommunication. Et celui qui maîtrise la télécommunication transmet le message qu'il veut transmettre. Parce qu'on n'est même pas au niveau de la radio est aussi découverte à cette même période-ci. Je n'ai pas voulu parler de la radio. Parce que ce n'était pas le but. Je vais rester dans le sens énergétique. Parce que tout ceci, on a besoin d'énergie. Ici, on a besoin d'énergie statique. Ici, on a besoin d'énergie. Les personnes ont besoin d'énergie. Parce que la base de toute découverte, innovation, se cache un besoin énergétique. On continue. Ici, on voit, ouais, peut-être pour la première fois, j'espère, je suppose, la première véritable vidéo. Ici que ouais, c'est fait par Edison. Parce que lui aussi, il était dans toutes les découvertes, ce monsieur. Ouais, la première vidéo il s'est filmé, c'est une vidéo en continu. Alors, le premier studio photo jamais créé par Edison toujours. Parce que entre ses mains, il avait beaucoup de découvertes. Nous, on découvre quoi? Parce qu'aujourd'hui, on vit le cinéma. On vit le studio labo. Mais c'est lui qui est le précurseur de toute cette intelligence. Mais ces outils étaient tellement chers qu'il a même fallu faire bankruptcy, comme on dit, juste pour qu'il puisse avoir le financement de l'État. Mais l'État l'a quand même soutenu. Aujourd'hui, c'est un monument Edison. Alors, c'est important de voir comment il n'y a pas encore de voiture. Right? Il est sur un cheval. Maintenant, on passe à la dernière partie. La partie pour laquelle il faut qu'on prenne un peu plus de temps. Parce qu'on a vu ce que les découvertes ont pu apporter en Europe. Et comment ils ont pu nous dominer actuellement. Et la partie pour laquelle je voudrais qu'on puisse illustrer aujourd'hui, c'est pour maintenant éduquer nos jeunes frères et nos jeunes sœurs sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle doit être maîtrisée par cette jeunesse. Parce que si on ne maîtrise pas, on va être automatiquement la risée. On va être la risée de tous les peuples. Et ça ne doit pas être ainsi. Alors, il faut donc qu'on puisse parler un peu de l'intelligence artificielle, la définir et informer et trouver les outils autour pour que nous puissions être prêts. Parce qu'eux, ils ont découvert des choses. Ils sont dominants. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des mêmes découvertes des transformations qui vont apporter une évolution en Afrique. Et nous sommes encore à la période d'Edison. On utilise encore les machines d'Edison. On n'est pas encore à l'ère nouveau. Donc, on va un peu définir l'intelligence artificielle. Ok, on dit l'intelligence artificielle est une branche d'information qui vise à créer des machines capables de simuler l'intelligence. Ça veut dire, cette branche-là, elle a pour simuler une intelligence. Parce qu'il faut savoir, une machine est intelligente. Une machine te permet de travailler plus vite. Mais quand tu prends
un ordinateur, tu as besoin de taper ça de tes propres mains. Quand tu prends une houe, tu as besoin de creuser avec tes propres mains. C'est un outil qui te permet de travailler plus efficacement. L'intelligence artificielle, ici, au contraire, avec ce qui va arriver, parce que l'intelligence artificielle, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. L'intelligence artificielle l'IA a plus de 80 ans. Il faut le dire clairement. Nous vivons seulement un renouveau et un bond technologique. L'intelligence artificielle a plus de 80 ans. C'est que nous entendons ça aujourd'hui. OK? Donc, en perspective, ce qu'il faut prendre, comme je dis, la branche de l'intelligence artificielle vise à créer des machines intelligentes. Et le père de l'intelligence artificielle, ou les pères disent, tant qu'une machine, c'est important de le dire, tant qu'une machine n'arrive pas à être autonome comme un humain, on ne peut pas encore appeler ça intelligence artificielle. Donc il faut arriver à ce qu'on appelle l'autonomie de l'intelligence artificielle pour que l'intelligence puisse vraiment être artificielle. Tant que tu tapes encore entre tes mains, ce n'est plus artificiel. Tant que tu prends ta théière ou ta cafetière, tu appuies encore, c'est que ce n'est pas vraiment intelligent. C'est toi qui la rends intelligente. On va voir comment l'intelligence artificielle transforme et va transformer notre quotidien. Je parlerai d'une expression visuelle d'octobre 2016, tout à l'heure. Donc, elle permet l'intelligence humaine pour accomplir des tâches telles que le raisonnement, la résolution des problèmes, l'apprentissage et la perception des prises de décision. Elle y parvient en analysant une vaste quantité de données qu'on appelle les LLM. LLM, c'est Large Language Model. Ça veut dire que ça prend toutes les informations qu'on avait pu nourrir les neurones, à travers ce qu'on a pu nourrir cette base de données. Elle peut maintenant développer une forme d'intelligence. On va comprendre ça tout à l'heure, quand on va prendre peut-être le langage. Parce que le langage aujourd'hui, elle peut absolument traduire le français en anglais en quelques secondes. Ce qui n'était pas possible à 10 ans. Ok. Puis, elle y parvient en analysant les vastes quantités de données qu'on appelle LLM, effectuant des prédictions, générer des réponses ou des actions avec un certain niveau d'autonomie. Comme je dis encore, il y a près de 20 ans, la première intelligence artificielle n'arrivait pas à taper un homme aux échecs. Les plus grands maîtres tapaient encore l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, elle peut traiter 800 millions d'informations, en quelques secondes. Ça veut dire aucun homme ne peut taper l'intelligence artificielle aux échecs aujourd'hui. On va voir tout ce qu'elle peut bien faire et ce qu'elle peut apporter aujourd'hui comme analyse. Ici, ce qu'on va un peu parler tout à l'heure, c'est elles font les simulations d'intelligence humaine, c'est que l'IA tente d'imiter l'humain. Ça veut dire aujourd'hui, on voit les gens qui imitent les voix, qui imitent les visages. Voilà ce que l'intelligence peut faire, mais toujours impulsé par la programmation d'un homme. Parce qu'il faut quelqu'un qui programme. Mais, ce qui est grave, on va voir ça peut-être dans les questions-réponses, c'est l'IA arrive à programmer maintenant. L'IA arrive à faire des applications. On va voir ça tout à l'heure. Ça arrive à faire des analyses de données. Ça veut dire, si tu poses une question à l'IA, parle-moi de la Mésopotamie. En moins de 3 secondes, ça te sort tout sur la Mésopotamie. Ce qu'aucun humain ne peut faire en 3 secondes. Ça veut dire que ça remplace un professeur. En fait, il est plus précis qu'un professeur. Parce qu'il faut qu'on parle de la problématique tout à l'heure. Parce que la problématique, c'est comment est-ce qu'on peut rendre l'IA complémentaire à l'homme. Parce qu'apparemment, l'IA n'a pas besoin de l'homme à un certain moment. Mais il faudrait que nous ayons des analyses systémiques, politiques, pour que l'IA reste toujours complémentaire à l'homme. Et ici, on fait ce qu'on a. On va maintenant dans le sens de la prise de décision de l'autonomie. On voit ça avec les voitures de Tesla, qui arrivent à te faire conduire d'un point A à un point B, aller à gauche, à droite, sans ton accord. Ça veut dire l'IA peut déjà prendre une décision. Alors plus loin que ça, même en guerre en Ukraine, il faut savoir qu'on utilise des drones qui ont de l'IA, qui n'ont pas un chauffeur à l'intérieur. Parce qu'il faut le savoir, le code de la route. Pour ceux qui connaissent le code de la route, qui a le permis ici, personne, ok? Sur le code de la route ici, le code de la route est très vaste parce qu'il y a des routes partout, il y a des gens qui passent. Mais dans le ciel, il n'y a pas le code de la route. Au ciel, il n'y a pas le code de la route. Parce que, à part les oiseaux, il n'y a personne d'autre. Donc forcément, l'IA maîtrise plus le code des cieux, ou du ciel, par rapport au code de la route. Mais si on arrive aujourd'hui à voir que Tesla a déjà les voitures autonomes qui peuvent quitter d'un point A à un point B, ça veut dire que l'homme n'est plus très utile. C'est une question qu'on doit se poser.
Et on parle sur la perception de la compréhension. Parce que l'IA permet aussi aux machines de voir et d'identifier. Parce que ceux qui ont les iPhones aussi, l'IA peut t'identifier. Tu en as une boutique, l'IA peut t'identifier. En fait, ça peut t'identifier, ça peut imiter la voix. Qu'est-ce que ça ne peut faire? Et on va aller plus loin que ça, on va parler de la médecine. Parce qu'il faut le dire, l'IA, un homme qui a une spécialisation en médecine, connaît seulement 10%. Parce qu'il ne se rappelle pas de tout. Il faut qu'il reparte encore lire. Mais si tu vas devant un médecin de l'IA, qui n'est pas complémentaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ensemble entre l'humain et la machine, l'IA t'analyse sans erreur, avec le moins d'erreurs possible. Mais en fait, l'IA peut remplacer quoi? Comment est-ce qu'on peut rendre l'IA complémentaire? C'est ça la vraie question de notre petite discussion aujourd'hui. Donc ici, on voit ici l'entrepôt NVIDIA, très grande, pour lequel il y a des CPU, il y a toute forme d'analyse ici pour que nous puissions comprendre que si on voudrait, parce que vous devez savoir en quelques minutes, aujourd'hui Tesla ou SpaceX utilisent des processeurs NVIDIA. Donc forcément, le côté boursier d'NVIDIA a quadruplé, on a un trillion de dollars, trillion de milliards de dollars. Parce qu'eux, ils vendent leur technologie à SpaceX pour pouvoir faire tout ce que vous voyez qui monte dans le ciel aujourd'hui. Nous, qu'est-ce qu'on a? Le stade de foot. Mais ici, à la place d'un stade de foot, ils construisent des industries qui peuvent permettre à développer la technologie plus rapidement. Où sont nos industries comme ça? On n'en a pas. On a les stades de foot. Il faudrait qu'on repense, on va parler de ça tout à l'heure, c'est repenser le Cameroun, repenser l'Afrique de moi-même, mais d'abord repenser le Cameroun. Et on voit ici à quel point les ressources technologiques aujourd'hui, qu'on appelle les chemins que doit frayer l'information, se retrouvent aujourd'hui dans les nanopuces. Les toutes petites puces qui peuvent garder des centaines et centaines de mille d'informations. Aujourd'hui, où est notre technologie? Aujourd'hui, quand on veut monter un téléphone, où est-ce qu'on achète les parties? Où est-ce qu'on achète la carte mère? Parce qu'ils ont la technologie. C'est ça le problème. Tant qu'on n'a pas cette autonomie, on n'est rien. Ici, je vais entrer dans un sujet qui m'est cher. Cher. Je vais prendre un peu plus de temps de parler de cela. Vous allez m'excuser. Parce que ici, hormis seulement informer, je veux aussi donner une information très intéressante. Ici, comme vous voyez, c'est des palmes. Et nous avons en Afrique, surtout au Cameroun, des palmeraies à tout bout de champ. Perspective du passé. Quand la révolution industrielle commence, parce que je veux qu'on parle maintenant d'énergie, parce que l'IA, les questions-réponses, c'est très facile. On va le faire tout à l'heure. Mais je veux qu'on parle de ce qui peut alimenter l'IA. Parce que l'IA peut tout faire. Mais maintenant, l'IA a besoin d'énergie. Est-ce que nous, on peut avoir l'énergie pour alimenter l'IA? Parce qu'aujourd'hui, on a un vrai problème. Remontons au 16e, 17e siècle. On est ensemble? C'est important hein, pour les jeunes. Putain. 17e siècle, on avait besoin de bois pour alimenter les fourneaux, pour tourner une turbine. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Le bois disparaissait dans les forêts. Parce que tu coupes le bois, ça ne pousse pas en un jour. On a découvert autre chose. La baleine. Il faut savoir que la baleine est aussi fait de carburant en lui qui peut alimenter la lumière, qui peut alimenter les fourneaux. On utilisait de l'huile de baleine. C'est important de savoir. Donc, en 1736, on a arrêté d'utiliser trop le bois, on a commencé à utiliser l'huile de baleine. L'huile de baleine, les baleines meurent. Donc forcément, 18e siècle, on voyait que les baleines ne faisaient que de plus en plus mourir. Et par chance, ou par miracle, ou par volonté, on découvre le pétrole. Dans les golfs Persiques, aux États-Unis. On a laissé la baleine pour maintenant utiliser l'économie du pétrole. Dans les années 1800 ou 1897 jusqu'aux années 1930, le pétrole devenait la matière. On cherchait le pétrole partout. On a découvert le pétrole en Afrique. Et forcément, l'économie du pétrole est devenue forte. Donc, nous, on a une énergie diverse. Je ne veux pas parler aujourd'hui des panneaux solaires. Non, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'en fait, ça a ses inconvénients.
Je veux qu'on parle des palmes. Parce qu'en fait, en 2015, ceux qui étaient là, et je le rappelle de temps en temps, je mettrai l'image à côté, j'ai une expression visuelle pour laquelle on me parle des palmes. Le jus de palme, qui est un jus électro, qui est le liquide de palme, ce que vous appelez le meilleur. Le meilleur. Hein? Ce qu'on appelle le meilleur ici. Ce qu'on appelle le meilleur, c'est que je n'ai pas camerounais. Le vin de palme est un liquide électrolyte qui peut transférer des électrons. Mais hormis cela, les palmeraies. Les palmeraies, c'est une industrie très puissante. Très puissante parce qu'en fait, elle ne se trouve que sur la ligne de l'équateur. Depuis les Amériques du Sud jusqu'en Afrique, c'est cette région pour laquelle on peut cultiver les palmes. Dans cette vision qu'on me montre, on me montre les palmes. Je dis, ce n'est pas possible que les palmes peuvent produire de l'énergie. Il dit aux Africains. 3 ou 4 ans plus tard, en 2021, on me transporte encore ceux qui étaient encore en 2021, on me montre les palmes, on dit qu'il faut écraser les palmes et produire l'énergie. Je mets ça sur ma page. Je pense que depuis 1 an ou 2, les gens sont en train de se battre pour le faire. Mais c'est une véritable bataille entre cette énergie qui est beaucoup plus propre et que l'énergie du pétrole, pour laquelle il faut creuser le sol et créer beaucoup plus de pollution. Parlons un peu des palmes. On néglige les palmes. Vous allez réaliser que même les Français négligent les palmes parce qu'ils vont te dire que non, ça a trop de cholestérol, c'est pas bon pour la santé, c'est mieux. Ils veulent privilégier leurs ressources par rapport à la nôtre. Il faut casser ça. Ils vont te dire que le palme, c'est pas bon. Les gens qui mangent le héros depuis des siècles, ils n'ont pas de problème. Les gens qui mangent le tapé n'ont pas de problème. Mais ils veulent te montrer que l'huile de palme est mauvais. Qu'est-ce que le palme peut produire? Je vais d'abord aller dans les produits dérivés. Quand vous voyez le palme là, les copeaux de palme, déjà, on utilise ça pour faire le feu dans les villages. Ça, tout le monde le sait. Donc déjà, c'est une ressource énergétique puissante. C'est pas tout, mes amis. C'est que même ces palmes-là et ces déchets-là, si on met ça dans des composts, ça peut produire du gaz. Ça veut dire, on crée des composts, ça produit déjà extrêmement du gaz, du méthane. Et le méthane, forcément, c'est ton gaz coca. Maintenant, allons sur les noix. Les noix et ce jus rougeâtre là. Voilà pourquoi j'ai pris ce process-ci. Ce process-ci, qui est même développé par les Chinois. Ah, c'est un développement des Chinois, ça. Mais eux, ils n'ont pas de palme chez eux. Ils viennent chez nous prendre. On transporte ça en masse dans leur pays. Et on est content d'avoir vendu les palmes. Mais eux, ils ont besoin de cette énergie pour produire. Voilà pourquoi ils sont les numéros 1 en production aujourd'hui. Donc, on réalise ici que tu prends les palmes, tu les presses, ce jus entre dans ce réacteur chauffé. Tu n'as pas besoin de payer un tout pour chauffer, puisque tu as les copeaux. Ça chauffe. Ce fluide entre dans ce cyclone qui sépare, et cet échange-là, et le filtre crée ce qu'on appelle le méthane. Déjà, c'est le gaz. Et qu'on peut faire une séparation en fractionnalisation qui crée déjà le gaz. Et qu'en fait, on ne paye plus SCTM. On a le gaz à la maison. Et ça crée l'énergie, pas verte, ça crée, parce que l'énergie verte, c'est un mot qui m'énerve. Ça crée de l'énergie qui peut alimenter les poteaux électriques. Donc ça veut dire, avec les palmes, on peut alimenter. Ça, c'est la partie énergie électrique. Mais il faut aller énergie maintenant moteur. Ça peut aussi alimenter l'huile de moteur, parce qu'il faut savoir que le méthane aussi peut se transformer en kérosène par une certaine forme de procédé chimique. Donc, la question centrale ici, c'est que qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour avoir de l'énergie? Pourtant, on a de l'énergie. Si on développe aujourd'hui, comme on voit ici, on va se diviser en 3. Que ce soit les cendres, que ce soit le digeste, que ce soit l'eau, on crée une industrie très puissante, sans oublier tout ce qu'il y a autour. Et on laisse toutes les énergies qui peuvent être malpropres. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que les palmes, tu finis, tu peux même manger ça. Tu prends un peu, tu mets dans ta marmite, ça te fait ton huile. Donc, en fait, on a toute une économie d'énergie aujourd'hui, actuellement, qui est même beaucoup plus propre que ce qu'ils nous vendent. Mais on a décidé, à volonté étatique,
Imagine tous ceux qui ont des hectares de palmeraie. Ils partent voir Soca Palm. Un prix dérisoire. Ils vendent ça. On met l'huile. Parce que cette huile aussi fait le savon. OK? Et naturellement, il y a toute une industrie autour des palmes. Qu'est-ce qu'on fait? On a des terres et des terres arides, vides, pour lesquelles ces palmes peuvent être mis en hectares, pour lesquelles c'est un apport en énergie puissant, pour lesquels on ne dépend pas uniquement du pétrole qui vient de Libé. On parlera de ça tout à l'heure. Parce que je vais vous montrer un petit graphème tout à l'heure pour que nous puissions comprendre comment on peut développer le Cameroun. Facilement. Mais on peut le faire seul, mais il faut quand même qu'on sache comment on peut le faire. Parce que, voilà, la technologie c'est très simple. Ça c'est une technologie encore du XVIIe siècle. Ça n'a pas encore changé. Mais on peut la mécaniser à travers l'IA. On peut faire des mécanismes à travers l'IA. Mais on a toujours besoin de ces ressources aussi. Et ce n'est pas l'IA qui va planter. Ce n'est pas l'IA qui va ouvrir le sol. Ce n'est pas l'IA qui va suivre, que ça va faire 3 ans, 3 ans et demi. Donc le vrai problème ici, c'est que celui qui a les palmeraies dans son village, on le traite de pauvre. Ah, le pauvre type là. Pourtant, il ne sait pas qu'entre ses mains, il a plus que le pétrole. Donc le vrai problème que nous avons et que nous devons réfléchir à la société de demain, c'est, je prends ça comme un exemple. Je peux en prendre encore une dizaine de différentes formes d'énergie, on va passer tout à l'heure, qui peuvent permettre à l'Afrique et le Cameroun d'avoir la technologie entre leurs mains. Parce qu'on ne trouve pas les palmeraies en France. On ne trouve pas ça en Angleterre. On ne trouve pas ça aux Amériques. On trouve ça en Afrique centrale. Ça veut dire que nous avons un apport énergétique. On a une avance énergétique. Mais quand ils viennent te dire, c'est pas bon pour la santé, c'est mauvais pour ça, c'est mauvais, ça pollue. Mais eux, ils ont pollué pendant des siècles. Donc maintenant, la question centrale, c'est que, qu'est-ce qu'il faut dire à nos jeunes? Ils vont faire quel type d'ingénierie? Ils vont faire quel type d'école demain? Pourtant, ils ont peut-être dans leur village 5 hectares de palmeraie. Ils vont vendre ça pour aller en baie. Parlons du Cameroun. Parce que c'est important qu'on puisse clôturer ça avec le Cameroun. On est ensemble, non? Et qu'on fait 1h30 de discussion. Alors ici, j'ai mis les 2 panels ici pour nous montrer notre cher et beau pays. Si tu n'es pas Camerounais, pas de problème. Si tu es Camerounais, c'est bien. J'ai pris ce graphème ici pour subdiviser les parties pour lesquelles on peut penser à des agricultures énergétiques. Parce que le palme peut se manger. Parce que n'oublions pas que j'aime oublier aussi. À l'intérieur du palme, là, il y a un truc à l'intérieur. On appelle ça. C'est de l'huile. C'est de l'huile. C'est-à-dire qu'en fait, le Créateur nous a tout donné pour que nous soyons indépendants. Parce que tu es la meilleure huile, que ce soit pour le corps, que ce soit pour la cuisine. Mais qui va prendre ce kernel-là, le fractionnaliser, le presser, mettre du parfum, ça devient une huile comment? Non, on va aller acheter l'huile à Sephora. Tu réalises qu'en fait, on ne peut même pas développer notre propre économie autour d'une découverte très importante. Parce que comme nous, on profite pour les autres, on ne peut pas développer les nôtres. Le Cameroun ici, on a subdivisé ça en différentes zones forestières. Vous devez savoir que le Cameroun est à une superficie de 475 000 km. Ah, c'est bien quand vous connaissez votre pays, parce qu'après, vous allez te tenir la photo que je vais mettre. On voit une zone forestière en vert foncé ici. En fait, dans ces zones forestières, vous devez savoir qu'il y a le littoral, il y a le sud-ouest, pour lesquels on trouve les palmes à perpétuité. Et cette zone-là, elle a une superficie très grande. On a 45 658 km. C'est énorme. C'est une économie énorme. Énorme. Sans oublier qu'au centre, on a une zone forestière aussi, beaucoup plus grande. On a les hauts plateaux. Comme on voit là-bas, on va voir ce que ça propose un peu, on va voir ça là-bas tout à l'heure. On a les zones soulano-sahéliennes qui ont aussi leurs différentes formes de production. Alors moi j'ai pris ce schéma là-bas, ce schéma qui allait un peu gâteux, mais c'est important peut-être pour que vous puissiez voir ça un peu de plus près. C'est que ces différentes zones ici nous montrent les différentes ressources que le Cameroun a. Comme on a pris un exemple, on aurait pu prendre une vingtaine. On a pris l'exemple des palmes. On parle de l'éducation aujourd'hui. On a une éducation occidentale, mauvaise. Mais regardez toutes les ressources qu'on a. Et si on repart, comme je l'ai dit plus tôt, sur les découvertes
de tout ce qu'on avait pu voir du 10e siècle jusqu'au 15e siècle, ils ont créé une économie de l'éducation autour. Ils ont créé une économie de l'éducation autour. En fait, les écoles tournaient autour des découvertes et des ressources actuelles. Bon, regardons les ressources que nous avons. On a du pétrole. On a du pétrole. On a une seule raffinerie. Enfin, c'est même pas une raffinerie qu'on a. C'est un dépotoir. Parce que celui qui voulait en faire une véritable raffinerie, il est en prison. On a de l'or. On a du sable. On a toutes les ressources qui peuvent nous permettre d'être émergents. On a le cuivre. On a des pierres. On a de l'argile. On a du coton. Et tout cela, qu'est-ce que nous en faisons du nord au sud? Voilà pourquoi, en fait, quand on parle peut-être des élections aujourd'hui, personne ne peut parler de ce programme, à part peut-être Kabalini. Mais on ne peut pas parler du programme pour pouvoir développer les industries et créer des écoles qui vont avec. Parce que l'IA doit dominer, mais l'IA doit accompagner. Il faudrait qu'on crée donc des institutions, dépendamment de toutes les ressources que nous avons, pour pouvoir faire en sorte que les enfants, si ne finissent pas l'école sans avoir un travail. Parce que nous-ci là, on sait ce qui s'est passé. Tu sors, tu lis le Canadien. Il ne faut pas qu'eux, quand ils sortent, ils lisent le Bordelais. Il faut qu'ils lisent le Camerounais. Donc, le vrai problème ici, c'est qu'avec toutes les ressources qu'on voit, de l'est à l'est, au nord au sud, on a le bois. On peut fabriquer du papier. On a le coton. On peut créer des industries autour du coton. On a du fer. On peut créer des industries autour du fer. On a tout ce qu'il faut pour créer des industries comme on a vu plus tôt. On peut venir ici créer ce type d'industrie. Parce qu'on a toutes les ressources à terre pour pouvoir fabriquer, former, créer des écoles pour que les enfants de demain puissent avoir des plantes, des palmes de plus en plus sophistiquées, raffinées, qui donnent de plus en plus d'énergie, de plus en plus propre, et pour créer ce qu'on appelle une souveraineté énergétique. Parce qu'on ne nous mentons pas, on n'est pas encore souverain énergétiquement. Donc, les vraies questions qu'il faut qu'on puisse parler aujourd'hui, c'est en l'IA qui va peupler nos têtes, pour lesquelles il faudrait qu'on sache qu'il y a beaucoup d'écoles qui vont disparaître demain. Il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître d'ici 5 ans. Je suis désolé de dire ça aux médecins. La médecine ne va plus être la médecine qu'il y a eu à 50 ans. Ça va changer. L'éducation va changer. Comment est-ce qu'on prépare la jeunesse pour demain? Même ceux qui font droit, là, ça va changer. Ceux qui font linguistique, ça va changer. Il n'y a que moi, là, rien ne va changer. Parce que les esprits restent des esprits pendant des millénaires. Je vais toujours devoir les chasser. Mais les métiers vont changer. Imaginez-vous qu'au XVIIe siècle, on découvre les machines. L'éducation a changé autour. Au XIXe siècle, on découvre les machines de télécommunication. L'éducation a changé autour. Aujourd'hui, on est dans l'IA. L'éducation va totalement changer parce qu'elle est capable de nous faire des calculs beaucoup plus rapides que les hommes réunis. Donc, naturellement, comme il le dit, est-ce que ça va créer des paresseux? Il ne faudrait pas que ça crée des paresseux. Donc, on a des questions à se poser. La première question, c'est l'IA sans l'homme est meilleure que l'IA avec l'homme. Ça, c'est un fait. Le défi est comment faire que l'IA avec l'homme soit inévitable. C'est ça le défi d'aujourd'hui. Comment faire en sorte que l'IA sans l'homme soit... Il faut déjà qu'on voit l'État au niveau des lois. Comment on peut les programmer pour faire en sorte que l'IA ne peut jamais devenir totalement indépendant. C'est-à-dire, comment transformer la complémentarité de l'éducation pour que cela crée moins de chômeurs. Parce qu'en fait, s'il y a... Parce qu'aujourd'hui, en Europe, ce n'est pas le cas avec vous ici, parce qu'on n'était pas de téléphone Android. En Europe, les gens font les devoirs avec l'IA, avec ChatGPT. Ils font les devoirs avec ChatGPT. Maintenant, le professeur ne sait plus rien. Comment est-ce qu'on va... Qu'est-ce que les gens qui font... Comment on appelle l'école des enseignants? L'école normale. L'école ne sera plus normale. Ce sera l'école anormale. Parce qu'en fait, comment on va les former? Puisque en un jour, tu peux avoir toute la formation devant ta tête. Tu tapes seulement formation d'être professeur ou enseignant, ça te sort tous les modules. Somme les réponses. Comment est-ce que l'État réagit à ça? Si on n'avait pas été compétitif aujourd'hui, la Chine va encore prendre de l'avance. Même chose pour les technologies.
des technologies automobiles. Comment est-ce qu'on peut automatiser les choses? Déjà, on n'a même rien dans ce sens-là. Donc, je pense qu'il faudrait que, dans notre discussion la prochaine fois, on puisse avoir en tête comment est-ce qu'on peut gérer l'IA pour que l'IA ne puisse pas nous déranger. Parce que nous arrivons à la robotisation. Vous voyez quand même que depuis l'année passée, novembre, ce que Elon Musk a fait avec Tesla, la robotisation est là. Les voitures robots existent déjà. C'est déjà même commercialisé. Les avions, les petits avions sont commercialisés à Dubaï. C'est commercialisé en Chine, pour lesquels il n'y a aucun pilote à l'intérieur. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine a poussé l'automatisation des drones pour aller au combat. Les drones qui coûtent moins de 250 €, on met une charge explosive, ça va, quelqu'un est dans sa maison, après 10 000 km, il le téléguide. La technologie a changé. Aujourd'hui, Neuralink règle les problèmes cérébraux, règle les problèmes des yeux. Tout va changer. Comment est-ce que l'État prépare cela? Ça, c'est une vraie question. Et ce n'est pas la prière qui va porter le changement. Parce que de plus on prie, de plus les autres on avance. Conclusion. Pour le Cameroun. En fait, les 10 régions du Cameroun disposent de ressources locales permettant de produire et d'exploiter une variété de produits. Ça, tout le monde le sait. Notamment des produits agricoles, comme le cacao. Cacao. On a du cacao, mais le cacao, ce n'est pas vraiment nous le cacao. Le cacao nous a été imposé par la Belgique, il faut le dire, la France. OK? Mais on a le cacao. On fait le cacao aujourd'hui. Qui produit les meilleurs chocolats? La Suisse. Ils ont le cacao chez eux? Non. C'est un vrai problème. C'est pas ça que tu comprends. Les meilleurs chocolats viennent de Suisse. Quand tu veux offrir un chocolat à go, tu préfères que ça vienne de Suisse, tu vas pas acheter Chococam, quand même. Mais tu vois, Chococam, c'est les copeaux. C'est pas pur. Parce qu'ils vendent le cacao. L'économie du cacao est très forte. Vous devez savoir que ces derniers mois-ci, le prix du cacao a augmenté. Et on vend ça au Nigeria. Les gens qui font le cacao ont l'argent ces jours-ci. Mais il peut y avoir des fluctuations. L'économie ne doit pas seulement se baser sur le cacao. Il faut le savoir qu'à la période coloniale, l'économie de l'Afrique de l'Ouest était beaucoup plus sur le cacao et le pétrole. On ne faisait rien. On a le cacao, on a du café, on a du coton, on a du caoutchouc. Qu'est-ce qu'on fait le caoutchouc? Est-ce qu'on fabrique les roues? Non. Mais on a le caoutchouc. Et c'est important de le dire. On a du bois. Qu'est-ce qu'on fait avec le bois? On peut faire les meubles Louis XIV. On ne fabrique même pas de cul-dent. C'est très grave. On a des fruits. Mais on peut acheter les fruits européens. Sans oublier que tous ces fruits peuvent aussi être des outils de médecine locale. Parce qu'on a même parlé de médecine locale. Ça, c'est encore très grave, cela. On a du pétrole. On a des minerais. On a de la pêche. On a tout cela dans toutes ces régions. Le vrai problème, c'est qu'est-ce que nous faisons de toutes ces ressources, à pas les exporter, pas les produire. Parce qu'on n'arrive pas à les produire et on pleure le chômage. Donc, il faudrait que nous puissions le dire. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Parce que dès que tu parles de ce problème, non, il faut aller au ciel. Le problème, c'est que comment on peut aider la société avec tous ces minéraux-là, avec toutes ces ressources, pour créer d'abord de l'emploi. Regardez, depuis 2023, comment tous nos frères et nos soeurs sont partis au Canada. Et comment vous, ici, là, vous rêvez d'aller au Canada. Il y a quelqu'un qui s'est réveillé là tout à l'heure, peut-être il a fait un cauchemar sur le Canada, il était là-bas au Canada. Pourtant, on a toutes les ressources. Et si vous le mettez Paul Biya, on parlera de ça tout à l'heure, en question-réponse. Donc, tout cela peut nous permettre d'être très, très émergents dans les 10 prochaines années. La question centrale, c'est que est-ce qu'on en parle à la jeunesse? Aujourd'hui, ce n'est pas de ça qu'on parle à la jeunesse. On a les produits de culture fruitière, vivrière, des cultures d'errantes, minerais. On oublie même qu'on a aussi même le tourisme. Mais le tourisme ne sert à rien. Donc, le vrai problème de l'Afrique, pour qu'on soit émergent, c'est d'abord, de maîtriser l'énergie. Tant qu'on n'a pas la technologie pour maîtriser d'abord l'énergie, on ne peut pas être émergent. 2, de maîtriser la technologie de l'IA, c'est-à-dire créer des écoles de programmeurs et de programmeuses qui peuvent être dans le challenge de pouvoir créer l'automatisation de l'IA.
Voilà comment on peut être émergent. Maîtriser l'énergie et maîtriser l'IA. Si on le fait pendant ces 10 prochaines années, on peut être émergent. Mais nous, en tant que société civile ou en tant que service, on a aussi un rôle à jouer. On met seulement le dire. On doit aussi essayer de le faire. Pour commencer à créer une économie autour. Donc ma conclusion, elle est toute simple. Il faudrait que nous ayons ce type de conversation, parce que là, franchement, là, ce n'est qu'une ébauche. La prochaine fois qu'on le fera en début d'année, vous ne voulez pas, c'est pas mon problème. Je vais entrer dans les détails technologiques. Non, je cache. Pour qu'on puisse être, parce qu'en fait, on dit, là, je vais prendre les exemples. Je vais entrer dans les différentes formes d'énergie qu'il y a aussi au Cameroun, pour lesquelles on va faire une conférence seulement sur l'énergie et la technologie. Parce que si on n'a pas cette technologie-là, on va toujours dépendre des Chinois. Voilà les Chinois qui sont devenus de plus en plus puissants, pour lesquels tous nos téléphones sont faits en Chine. C'est fait en Chine. Ils ont la main-d'œuvre facile, ils ont la technologie. Nous, quelle est notre main-d'œuvre? Cassée. Les universités. On conclut. Notre conférence aujourd'hui le but était de vulgariser comment est-ce que les découvertes depuis l'écriture jusqu'à la machine à vapeur ont pu développer un pays et apporter une puissance économique et une domination mondiale. Parce que tous ceux qui ont eu la technologie entre leurs mains ont dominé le monde. Et on se pose les questions aujourd'hui, surtout pour les chrétiens qui ont le cerveau à l'envers. Comment est-ce qu'on peut être, Dieu peut être en Afrique, mais on est pauvre? On va dire que Dieu est parti en Israël. Non, ça n'a rien à voir. C'est que la technologie est aux mains de ceux qui nous ont dominés et de ceux qui nous dominent encore à travers tous les outils qu'ils ont, que nous n'avons pas, mais que nous sommes encore vassalisés. Qu'est-ce qu'on doit donc faire? On ne peut pas se réveiller comme ça un matin, on dit qu'on le fait. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on discute. Parce qu'il y a des gens ici, là ou ailleurs, qui ont cette intelligence en mathématiques, en physique, en chimie. Ils sont partout là. Ça ne se développe pas parce qu'ils sont dans un environnement qui n'est pas propice. C'est à nous de vulgariser, de voir leur talent, leur potentiel. Il y a des gens ici qui ont des minerais de palmeraies, comme je disais tout à l'heure, mais qui ne savent pas quoi faire de ça. Parce que moi, j'avais un projet dans ce sens-là, il y a beaucoup d'années, il y a une dizaine, une quinzaine d'années par rapport à ça. J'ai été refusé par certaines personnes. Parce qu'il y a des monopoles. Parce qu'il faut savoir qu'aucun pays ne veut perdre son monopole. L'État ne veut pas perdre son monopole. Les gens de l'État ne veulent pas perdre le monopole. Maintenant, comment est-ce qu'il faut qu'on impose cela pour que ça puisse être un levier économique pour le Cameroun et pour l'Afrique? Le Cameroun doit être un exemple, parce que vous devez le savoir. Tous les pays en Afrique n'ont pas ça. Nous sommes l'un des seuls pays, voilà pourquoi on appelle ça Afrique en miniature, parce que nous sommes l'un des seuls pays qui ont la chance d'avoir ce type de topographie. On en fait quoi? Pour l'instant, rien. Il faudrait donc que pour l'émergence 2035, pas l'émergence de l'espérance, mais l'émergence véritable, soit dans le sens d'exploiter toutes ces ressources et nous rendre d'abord autonomes au niveau de l'énergie, autonomes au niveau des industries. Voilà ce qu'il faut faire. C'est une commande d'information que j'ai expliqué plus tôt. Si on me demande de vous le dire et que je le dirai encore peut-être demain dans chaque salle où je vais entrer, c'est le plus important, c'est d'informer pour que ceux-là demain ne vont pas vendre leur terrain pour aller en bain, mais aller dans une banque agricole, même aussi difficile que ça paraît être, prendre un prêt bancaire, mettre des palmes, ça met 3 ans à 4 ans au sol, tu sais que tu deviens riche si tu as peut-être 10 hectares de palmes. Oui, ceux qui ont les palmes demain seront des petits milliardaires. Donc ne vendez pas vos terrains. Ne vendez pas vos terrains. C'est stupide. Parce que tu vas aller dans un pays pour lequel tu vas être gardien. En conclusion, optimisons tout. Et j'en ai fini pour aujourd'hui.